messieurs, bonsoir. Merci de me retrouver pour le 13h de ce jour. Au sommaire de ce journal, on évoque cette rencontre inédite et pérenne du gouvernement avec la presse. Alain Orula a inauguré ce rendez-vous de vérité avec les journalistes, appelé le gouvernement face à la presse. Il s'agit de mettre à la disposition des professionnels des médias des informations de première main, exemptes d'inexactitude et de manipulation. Jean-Marc Adjovi Boko est désormais conseiller technique du ministère des Sports. L'ancien capitaine des écureuils du Bénin est entré officiellement dans ses nouvelles fonctions. Dans ce 13h, vous suivrez les explications du ministre Oswald Omeki. Enfin, les manifestations de Rumeroui Bonou 2020 ont démarré depuis ce mercredi à Agbona, dans l'arrondissement central de Bonou. Offices religieux et inauguration d'ouvrages socio-communautaires ont constitué le menu. Mettre à la disposition des professionnels des médias des informations de première main exemptes d'inexactitude et de manipulation. Eh bien, c'est dans cette optique qu'a eu lieu ce vendredi le premier rendez-vous que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, accorde désormais aux journalistes. Alain Orula a abordé les grands événements de ces dernières semaines sans tabou et sans langue de bois. James William Baguidi, Ramatoulaye Wani et Rodrigue Glondoumer reviennent ici sur la pléiade de participants à la rencontre. Plusieurs dizaines d'acteurs des médias tout à fait studieux, des membres du cabinet ministériel, des patrons de presse. La salle retenue pour la circonstance était presque devenue trop exiguë, le temps d'une conférence de presse d'exception. Le gouvernement face à la presse, c'est la dénomination retenue, parler en toute vérité de tout ce qui concerne la marche du Bénin vers le développement, et pas seulement. C'est l'intention annoncée. De fait, Alain Orula, porte-parole du gouvernement, aborde l'exercice sans coup férir et sans omettre ses vœux de nouvel an. C'est un cadre de collaboration honnête parce que vous, professionnels des médias, vous avez besoin d'avoir la bonne information afin de relayer, de participer également à construire la nation nouvelle que nous appelons tous de nos voeux, afin de limiter les effets pervers de ce qu'on appelle les fake news, la désinformation et l'intoxication qui sont récurrentes et qui sont généralement l'œuvre des ennemis du développement. Et que cette année 2020 soit aussi et surtout l'année de la consolidation des acquis du peuple béninois, de notre peuple, qui a eu l'inspiration de porter à sa tête depuis avril 2016 un visionnaire, un passionné de développement, qu'est le président de la République, le président Patrice Talon, qui, avec son gouvernement, œuvre courageusement et inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois les plus démunis. L'occasion est aussi toute choisie pour revenir sur le bilan à mi-parcours de l'action gouvernementale. La devise, c'est de faire reculer la pauvreté, de lutter contre la pauvreté, mais pas contre les pauvres, comme beaucoup ont pu le prétendre. C'est un travail méthodique qui impacte tous les secteurs de notre pays, qui impacte la vie de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les fruits de ces efforts inlassables commencent à être perçus, ou en tout cas, commencent à être perceptibles. L'année 2019 a permis, par exemple, de doter 51% de nos écoles maternelles de cantines scolaires. Avant l'avènement du régime de la rupture, un budget de 1 milliard était consacré à ces cantines scolaires. Cette année, nous parlons de 15 milliards qui ont été mobilisés pour faire face à cet impératif. Au titre de ces acquis, nous avons la résorption du déficit d'enseignants. Nous avons le plan d'urgence de relance stratégique du secteur de l'éducation et nous avons plus récemment, puisque le président de la République a installé le mardi dernier, le mardi 21 janvier 2020, le Conseil national de l'éducation.
qui est l'aboutissement d'un processus engagé depuis 3 ans et qui est la preuve de ce que l'éducation de nos enfants, des plus petits aux plus grands d'ailleurs, est une priorité, est au cœur de l'action du gouvernement. Au titre de ces actions, après ce que je viens d'énumérer, nous avons notre ambitieux projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, dont vous connaissez la déclinaison, qui est rentrée dans une phase pilote l'année dernière et dont le peuple béninois attend en toute légitimité la généralisation au cours de cette année. Cela sera effectif, le gouvernement y travaille. Vous constaterez que plusieurs de nos villes connaissent une transformation du paysage avec le projet asphaltage que vous connaissez tous et que vous voyez tous les jours, quels que soient les quartiers où on est, à Cotonou, à Abomey, à Porto-Novo, à Boycon ou à Parakou. Ce projet naît, grandit et vit et transforme le paysage urbain. Nous avons entamé la gestion moderne des déchets ménagers solides avec un plan d'assainissement du cadre de vie sur la base d'un programme ambitieux que le gouvernement a financé. La construction des marchés urbains, des marchés modernes pour améliorer les conditions de travail de nos frères et sœurs, de nos mères qui sont dans les marchés, pour leur permettre d'atteindre un degré d'efficacité connu dans les grands pays. En matière d'accès à l'eau potable, le très ambitieux programme qui permet de doter toutes les localités de notre pays d'un plan afin que chaque Béninois à l'horizon 2021 puisse avoir de l'eau potable. C'était un drame dans ce pays pendant de nombreuses décennies. Et dès à présent, je puis vous dire que ces souffrances sont conjuguées au passé dans bien des localités. Des projets de construction du réseau routier et autoroutier. Des chantiers sont lancés partout, ont démarré. Et d'autres sont en cours de lancement. Nous avons pu doter notre pays d'une centrale thermique de 127 MW sur le site de Maria Gleta, dont vous, journalistes, vous connaissez l'histoire, ou plus exactement l'historique. Ce site construit a permis de régler les difficultés de délestage que nous connaissions les années passées, ou je dirais naguère, et qui sont définitivement conjuguées au passé, que le gouvernement du Bénin, en moins de 2 ans, a remboursé toute la dette qu'elle avait à l'égard de la CEB, soit une ardoise de 65 milliards de francs CFA cumulés sur des décennies. C'est vous dire que le Bénin avance. Des réponses satisfaisantes et un empressement non fin pour un nouveau rendez-vous déjà fixé au mois de février 2020. Le gouvernement face à la presse, c'est donc le nom donné à cette séance entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et les hommes des médias. Plusieurs questions ont été posées à cette occasion. Nous vous invitons à suivre quelques séquences de cette séance de questions-réponses. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où certains organes de presse sont en train de fermer, certains médias ont également fermé, sans compter également des interpellations sur la base de la loi du code du numérique. Vous, en tant que ministre tutelle des professionnels des médias, en quoi est-ce que cela vous préoccupe et qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir permettre à ce que la liberté d'expression, qui depuis ces derniers jours est également tassée de prendre du recul, soit véritablement redorée dans son blason? Je pense que vous êtes allé trop vite en besogne pour dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Bénin. La liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution et par les lois applicables en République du Bénin. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas sans limite. La liberté d'expression s'exerce dans le cadre des autres lois de la République. Et dans ma position, passée comme actuelle, parce que moi je suis un fervent utilisateur de la liberté d'expression, je ne permettrai jamais que cette liberté d'expression soit mise en veilleuse. Maintenant,
si des citoyens, parce qu'ils n'ont pas compris le sens juridique, légal de cette liberté d'expression garantie par notre Constitution, s'en servent pour diffamer, s'en servent pour calomnier, autant d'infractions prévues également par les lois de la République. Si quelqu'un se lève pour dire, vous, chers amis journalistes, alors que vous êtes dans une belle conférence aujourd'hui, il va vous dénoncer pour dire que vous étiez en train de vous livrer à une activité illicite. Ça s'appelle de la diffamation. Vous déposez plainte, ben, les juges vont constater qu'il diffame sur votre compte et vont le sanctionner. Pour les organes de presse qui ferment, le gouvernement n'a jamais envoyé un décret pour dire fermer. Si, malheureusement, un titre ferme parce qu'il ne vend pas assez ou parce qu'il n'a pas les moyens de payer son personnel, ce n'est pas encore imputable au gouvernement. Mais je vous promets, puisque vous dites qu'on est en bonne compagnie, que mes services attendent de voir ces dossiers et ces réclamations, et que s'il y a des anomalies, nous jouerons notre partition. Puisque vous avez parlé de démocratie et avez bien su présenter le Bénin en tant que bel exemple de démocratie en Afrique, depuis hier, on est informé d'un classement qui fait dégringoler le Bénin, qui fait perdre 16 places au Bénin, des pays les plus démocratiques en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas quel indice permet de penser que le Bénin a mauvaise presse ailleurs. Il n'y a aucun élément de mesure. Mais ce n'est pas parce que ce Bénin aurait mauvaise presse dans la bouche des mécontents du régime qui mènent tout aussi inlassablement une campagne de dénigrement que cela empêche le développement de se faire. Cet indice qui nous déclasse est à mettre en rapport avec les progrès que nous avons faits dans le cadre de la lutte contre la corruption. Parce que là, le Bénin a été très bien classé. Nous acceptons ce résultat. La situation de Savè. Où en sommes-nous et quelle est l'évolution de la situation? Nous avons ouï dire que le général autoproclamé Faletti a été interpellé. Qu'en est-il en réalité? S'agissant de la situation de Savè, des fauteurs de troubles, des délinquants, qui, lors de leur interpellation, délinquants avérés, décident d'ouvrir le feu sur les forces de sécurité. L'État béninois est démocratique. Il est républicain. Et le gouvernement a le devoir d'assurer la sécurité de tous les Béninois, de tous les compatriotes. Je connais très bien la situation. Vous avez parlé d'un général autoproclamé, alors qu'il y a une armée régulière. Donc ce genre de comportement est intolérable et l'État a raison d'y mettre un terme. L'État aurait eu tort de ne pas y mettre un terme. Monsieur le ministre, vu les attributions du Conseil national de l'éducation, est-ce qu'il n'y aurait pas de conflit d'attribution entre ce Conseil et les ministères en charge de l'éducation à l'avenir? Le CNE, on a commencé à travailler là-dessus, nouvelle formule, depuis 2018. Donc, on a réfléchi à tous les contours, de sorte qu'il ne peut être craint que le CNE marche sur les attributions, par exemple, des ministères. Nous en avons fait l'organe suprême de l'éducation. Le CNE est présent sur les questions de mutation du personnel enseignant. Le CNE définit le contenu de l'enseignement, de la carte scolaire. Le CNE a un budget autonome et a son mot à dire sur les questions, toutes les questions majeures concernant l'éducation. Retenons que c'est l'organe suprême de l'éducation, que sa composition, que ses attributions, que ses règles de fonctionnement mettent au-dessus de tout autre organe, et donc le risque de conflit d'attribution de compétences, notamment avec le ministère, n'est pas à craindre ou est égal à zéro. Le corps électoral vient d'être convoqué. Et maintenant, quelle garantie ou quelle assurance le gouvernement dont vous êtes membre
offre aux différentes formations politiques pour que les élections-là ne soient pas taxées à nouveau d'exclusives. La première garantie que le gouvernement donne, mais c'est déjà la convocation du corps électoral à bonne date. Pour ceux qui ont suivi les péripéties de nos élections ces dernières années, tout a toujours été incertain. Et à la veille de scrutin majeur, on dit qu'il n'y a pas de fonds, la Sénat n'a pas d'argent. On a un nouveau système politique aujourd'hui qui va être expérimenté par tous les partis qui se sont mis en règle. Tous les partis politiques qui veulent aller à la compétition déposent leur dossier et auront leur récépissé dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par la loi, unanimement ou consensuellement acceptées. Parlons maintenant de sécurité intérieure. 100 jours pour le voleur, un seul pour mettre fin à ses exploits. Il a été arrêté et sera présenté aux autorités judiciaires. Il s'agit d'un chef de file d'une bande de malfaiteurs dénommé Général Faletti. La police républicaine a hier rendu publique l'information. Nous vous proposons d'écouter le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, revient sur les remarques faites ces dernières semaines. Depuis quelques semaines, il est observé dans certaines localités de notre pays des actes de violence et de vandalisme perpétrés par certains citoyens. Ces actes sont l'œuvre de groupes organisés ayant pour chef de file un gangster hors pair du nom de Faletti Biaou Ayodele Prudence, alias Général Faletti, né le 27 décembre 1990 à Parakou. Ces bandes de délinquants s'en prennent aux populations et les empêchent de vaquer librement à leurs occupations. Des actes de pillage ont été perpétrés çà et là dans diverses localités de notre pays. Même un véhicule du cortège du président de la Cour suprême en mouvement vers Parakou n'a pas été épargné. Le 9 janvier 2020, le dit véhicule a été saccagé et des documents importants ont été emportés. Ces vils individus, divorcés sociaux, sans foi ni loi, vont jusqu'à défier les forces de défense et de sécurité pour susciter l'adhésion des populations à leur cause. Ils se sont, ces derniers jours, montrés très actifs sur les réseaux sociaux en diffusant des enregistrements audio et vidéo qui incitent à la révolte, à la haine, à la désobéissance et à la violence. Aussi ont-ils proféré des menaces ouvertes à l'encontre des autorités et diverses personnalités de notre pays. La gravité de ces publications et les agissements de ces divorcés sociaux ont amené la police républicaine à réagir promptement pour mettre fin à ces pratiques très préjudiciables à la paix et à la concorde nationale. C'est ainsi que, grâce à son réseau de renseignement, cette vermine a été localisée et débusquée de sa cachette le jeudi 23 janvier 2020 dans un centre d'hébergement à Parakou. Il est déféré devant les autorités judiciaires pour répondre de ces actes. C'est ici le lieu de rappeler aux populations que le Bénin est un état de droit et que toute manifestation et tout moyen pour se faire entendre sont possibles pourvu que cela se fasse en respect des lois en vigueur dans notre pays. Et puis, sport, Jean-Marc Adjovi Boko est désormais conseiller technique du ministère des Sports. L'ancien capitaine des écureuils du Bénin est entré officiellement dans ses nouvelles fonctions. Au détour d'une conférence de presse, le ministre des Sports a expliqué ce choix suivant Oswald Omeki et Jean-Marc Adjovi Boko sur des propos recueillis par Herman Rodrigue-Amégan et Amos Adjovi. Monsieur Jean-Marc Adjovi Boko, ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Bénin, ancien capitaine du Racing Club de Lens et, comme vous le savez, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par le président Emmanuel Macron, est désormais conseiller technique
du ministre des Sports du Bénin. Cette décision qui est le fruit de la volonté du chef de l'État est justifiée par le simple fait que pour la mise en œuvre efficace de tout ce que nous avons entrepris comme projet et programme relatif au développement du sport en République du Bénin, nous avons estimé que toutes les compétences, toutes les expertises étaient indispensables. Le principe est tout simple. Jean-Marc Adjovi Bokor accompagnera le ministère des Sports sur la mise en œuvre des différents projets et programmes relatifs au développement du sport, ainsi que dans la recherche des financements et partenariats pour que le sport au Bénin devienne un outil de développement. C'est une grande fierté de revenir au pays. Vous savez combien j'étais fier il y a quelques années quand j'ai pris le capitanat de l'équipe nationale. Je le suis encore plus aujourd'hui parce que les enjeux sont encore plus grands. Le travail initié par le ministère, par Monsieur le ministre et le président de la République sont assez impressionnants. Et je tenais absolument à faire partie de cette reconstruction du sport béninois. J'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État qui m'a présenté aussi son plan d'action gouvernemental et qui m'a vraiment séduit, et je vais le dire ici publiquement, de tout ce que j'ai vu en Afrique, cette vision est certainement une des plus belles visions que j'ai pu voir sur le sport pour un pays. Sport toujours avec le grand rendez-vous sportif de cet après-midi. Buffle Panthère, le derby du Septentrion a lieu ce samedi donc au stade municipal de Parakou. Comment les Buffles du Borgou préparent-ils ce duel? Lucien Sotondier est allé suivre une de leurs rencontres. Comme des géants au pied d'argile, le mot n'est pas fort pour désigner une équipe championne en titre qui se trouve aujourd'hui 7e au classement et récemment battue par la lanterne rouge du championnat en cours. C'est pourquoi, dans le camp de l'encadrement comme des responsables de l'équipe, ils sont conscients de l'enjeu du week-end. Ils sont déterminés et savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Les confrontations Buffle-Panthère ou Panthère-Buffle ont été tous des événements, ce sont des derbys qui, pour le moment, ces dernières années, ont tourné à l'avantage des Buffles parce qu'on a su bien les négocier. Celui-ci intervient dans un contexte un peu particulier où au classement les Panthères sont devant. Les Panthères, on les connaît, ils nous connaissent. Donc ça ne serait pas un match facile, mais je sais que Inch'Allah, on va s'en sortir. Les consignes fermes, les premières occasions, on ne doit pas les rater. On doit profiter aussitôt et faire la différence. Un match Buffle-Panthère, le 12e homme est toujours important. C'est pourquoi les supporters sont déjà bien organisés. On a un groupe de fanfans qui s'anime. Par rapport au groupe de fanfans, on s'est bien organisé pour que le match se déroule très bien dans les bonnes conditions. On s'est bien réunis, on s'est tout dit. Tous les supporters de Parakou qui viennent, ils prennent de l'autre côté. Il ne faut pas qu'ils vont venir de l'autre côté. On les a libérés une tribune, on a une bonne tribune pour les bien accueillir. Si du côté des supporters, ils savent qu'ils ne doivent pas déborder, cela n'empêche pas les responsables du club d'insister sur le fair play. Nous avons parlé au public et je pense que le public est en train même de nous parler. J'en avais pour preuve le plein que fait le stade pendant les séances d'entraînement depuis mardi. On dirait que, il y a un fil conducteur qui informe la population. C'est sur quoi nous devons maintenant insister, c'est la discipline, parce que c'est un match de football, ce n'est pas une guerre. Et sur ce plan, nous sommes en train déjà de prendre les dispositions, parce que déjà l'entrée au stade, c'est sans moto. Seulement les véhicules des officiels seront autorisés à rentrer. Et avec les responsables des supporters, nous avons déjà des séances pour que tout le monde soit impliqué dans l'organisation. Et sur le plan de la sécurité, toutes les forces de l'ordre sont déjà sollicitées, y compris
les militaires du 2e BIA par l'entremise, n'est-ce pas, du préfet du département du Borgo. Les supporters souhaitent que tout se passe bien, mais pour qu'il en soit ainsi, chacun doit jouer sa partition. D'où cet appel à l'endroit des hommes en noir. On le supplie de faire son match. Faut pas avoir qu'il va avoir un bâton dans le cul pour siffler les fautes qu'il ne peut pas siffler, d'avoir sifflé les fautes. C'est ça qui amène un peu de bruit dans le terrain. Mais par rapport à ça, nous on s'est dit aux supporters, même tout ce que l'arbitre fait, on s'est très bien mobilisé de ne pas concesser au niveau de l'arbitrage. Donc il est le seul maître du terrain, il peut siffler tout ce qu'il veut. Mais nous on souhaite qu'il n'a qu'à faire un très bon match. Et le match va se dérouler très bien. Voilà, vous venez de suivre non pas une rencontre, mais plutôt l'un des derniers entraînements des Buffles du Borgo avec Lucien Sotongi. Bonne chance donc aux deux équipes. Direction Porto Novo à présent, où les députés de la 8e législature ont mis un terme aux travaux de la 2e session ordinaire au titre de 2019. La session s'est achevée sur l'ouverture d'une session extraordinaire. Guillaume Avienou pour les détails. La cérémonie de présentation de vœux à l'hémicycle de ce mercredi a été aussi l'occasion pour les députés de faire le bilan de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année écoulée. Une session marquée entre autres par l'adoption de 6 lois issues du dialogue politique national, de la loi de finances gestion 2020, mais cette session a été également consacrée à la reprise du contrôle de l'action gouvernementale. L'une des prérogatives du législateur à travers laquelle le Parlement a posé à l'exécutif 9 questions, dont 7 questions orales avec débat et 2 d'actualité. Le Parlement béninois, par la qualité des hommes qui l'animent, se hisse au plus haut rang des grandes institutions parlementaires. De votre prédécesseur à vous-même, l'Assemblée nationale du Bénin a pris part en 2019 à plusieurs rencontres d'échange de haut niveau en vue de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit et pour le renforcement des capacités des acteurs des institutions parlementaires. Après avoir appelé plusieurs actions entreprises sous le leadership du président Louis Gbéonou Vlavonou, via des réformes au niveau de l'administration du Parlement et de la collaboration entre députés, la 8e législature estime avoir relevé de grands défis pour donner au Bénin les moyens d'amorcer un développement durable. Les députés s'engagent à maintenir haut le flambeau du Parlement béninois avec les mêmes abnégations et déterminations tout au long de la législature. Un engagement qui met un terme aux travaux de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de 2019. Madame la Présidente, à votre cher époux, sans lequel vous ne serez pas avec nous. Je voudrais aussi dire aux autres membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi qu'à tous les collègues, de transmettre à leurs chères épouses et à leurs chers époux, ainsi qu'à leurs enfants, mes sentiments de profond respect. Parce que sans eux, nous ne pourrions jamais travailler ensemble si la paix n'était pas au rendez-vous à la maison. Une session ordinaire s'achève, mais déjà une autre, cette fois-ci extraordinaire, à la demande de 12 députés s'ouvre avec à la clé une dizaine de dossiers à examiner. Parlons maintenant des manifestations de Roemerwe Bonou 2020. Le top de la fête a été donné depuis ce mercredi à Abona, c'est dans l'arrondissement central de Bonou. Office religieux et inauguration d'ouvrages socio-communautaires ont constitué le menu de cette première journée. Brice Rumbo, Guillaume Avienou. À l'instar des agrégés en 2019, l'édition 2020 de Roemerwe et les retrouvailles identitaires annuelles des ressortissants de la vallée de l'Ouémé, les Ouéménous, le top de l'édition a été donné ce mercredi par cet office religieux chrétien céleste ici à Agbona, dans l'arrondissement central de Bonou. Un culte présidé par la deuxième personnalité au plan mondial de l'église du christianisme céleste, le révérend Patrice Lachimi. L'essentiel du prêche de la circonstance tourne autour de la thématique du pardon. Dans tous les foyers aujourd'hui, c'est de mésentente. Le mari ne coûte pas la femme ne coûte pas le mari. Il y a question de se réconcilier
avec tout ce qu'il peut avoir, il faut la réconciliation pour être en harmonie avec le Créateur. Un pardon indispensable à la pérennisation de Wemehwe en référence aux incompréhensions entre frères de la coordination nationale de la fête qui a failli porter un coup à la légendaire fraternité des Women. Pardonnons les uns les autres. Faisons du bien pour que la terre de Women, qui était déjà une terre riche, soit encore plus riche et productive. Je voudrais lancer un appel à tout le peuple béninois que nous avons bel et bien commencé Wemehwe. Un culte chrétien céleste, mais aussi un office religieux traditionnel pour conjurer de possibles mauvais sorts et implorer la grâce divine pour le renforcement du vivre ensemble en pays Women. Un vivre ensemble dont va dépendre en grande partie le développement de la région, le leitmotiv de l'Union générale des associations de développement de la vallée de l'Ouémé à l'origine de Wemehwe. L'organisation vient d'inaugurer ce module de classe entièrement équipé et ce château d'eau au profit des usagers du CG2 d'Achonsa, un autre arrondissement de la commune de Bono. Un don en nature de Wemehwe à la commune qui abrite l'édition de l'année des manifestations officielles de Wemehwe. Un don devenu aussi une tradition respectée à chaque édition. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Et surtout, n'oubliez pas, le derby de cet après-midi, Buffle-Panthère, un gros choc en perspective à vivre en direct sur la télévision nationale à partir de 16h. Excellent après-midi.